Vous faites bien de rester à notre compagnie pour cette nouvelle aventure de l'innovation. Autrefois destinée à maintenir des liens amicaux ou familiaux entre proches éloignés, les réseaux sociaux sont devenus un outil incontournable de développement. Avec des millions d'internautes de différentes couches socio-professionnelles regroupés sur des plateformes devenues classiques, les Africains apportent leur grain de sel à travers des réseaux sociaux thématiques qui servent à la promotion et à la valorisation de la diversité culturelle africaine. Miva Social est l'un de ces réseaux lancés depuis quelques années par deux Togolais qui s'inscrivent dans cette logique d'africanité avec leur touche de vulgarisation d'initiatives de jeunes Africains portées sur le développement socio-économique. Toujours accrochés à leur écran d'ordinateur, ces développeurs en informatique sont constamment aux petits soins de leur dernier bébé. Miva Social, une plateforme sociale polyvalente africaine, née de la nécessité de projeter la force et la diversité du continent noir au devant de la scène mondiale. Il y a plusieurs avant nous qui ont pensé à l'unité africaine et à un moment donné on s'est dit pourquoi ne pas le faire de façon virtuelle. Quand quelqu'un pense s'inscrire sur Miva Social, il faut penser d'abord à un réseau utile ou une plateforme utile. Ça veut dire que ce n'est pas simplement venir faire le réseautage, c'est-à-dire connecter entre nous, mais c'est penser à une application, penser à quelque chose. Quel est l'outil qui est ici qui peut m'aider moi? Disposant de plus de 300 serveurs dans le monde, Miva Social est un écosystème de multiples applications qui permettent de se connecter aux réseaux sociaux spécifiques à chaque pays africain, à toute l'Afrique et à un réseau de la diaspora africaine. Miva Social est constitué de les 54 pays de l'Afrique et chaque pays est branché dans le réseau. Ça veut dire quoi? Tout simplement, toutes les applications que nous avons sont disponibles dans chaque pays. Et ces applications, quand les gens commencent à l'utiliser, chaque pays a son propre réseau et le réseau de l'Afrique. Donc, à part ça, on a aussi le réseau de diaspora et tout ça sont branchés dans l'ensemble du grand noyau de Miva. Lancé depuis quelques années, ce réseau social typiquement africain est déjà devenu la vitrine de plusieurs millions d'abonnés à travers le continent qui y valorisent les initiatives de la jeunesse africaine portées vers le développement socio-économique. Être sur une plateforme africaine, une plateforme panafricaine, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous aujourd'hui, ce qui correspond vraiment à nos enfants. Miva Social nous a apporté plus de visibilité et puis par rapport aux autres réseaux, Miva Social est plus proche de nous. Je ne peux pas appeler le représentant ou le directeur de Facebook par exemple, mais je peux me permettre d'appeler le représentant régional de Miva Social, lui expliquer mes besoins et en fonction de mes besoins, il me dira voilà nos services, voilà ce qu'on peut vous offrir. Le site que Miva nous a proposé, c'est un site vraiment dynamique, qui est très bien, qui est apprécié par tous nos clients qui le visitent. Je trouve que Miva Social nous ouvre quand même les portes du numérique, ça c'est un. Ils nous permettent de nous exporter. Réseau informatique mondial par excellence, l'accès à Internet a facilité l'émergence de plusieurs plateformes regroupant une brochette d'adhérents issus de différentes couches socio-professionnelles, à l'instar de Miva Social qui s'ajoute à une petite liste de réseaux sociaux africains. Je dis tout de go bravo. Bravo parce que ce sont des idées innovantes et quand vous voyez, c'est vrai qu'ils s'inspirent de ce que font déjà les Européens sur le marché. Mais je dis déjà bravo, au moins il y a le génie africain qui est en marche. Mais au même moment, je dis, qu'est-ce que nous y mettons? On ne fait pas de contenu, on n'a pas de production africaine. Vous voyez un peu, moi je serais beaucoup plus content si on a des plateformes qui nous permettent d'abord de créer de contenus africains, typiquement africains, où on pourra arriver à dire au reste du monde que dans mon quartier, au fin fond d'Adakbame, au fin fond d'Atiégou, au fin fond de Kara, il y a ce jeune homme de 20 ans qui arrive à innover, à fabriquer un ordinateur. Il y a ce jeune qui est arrivé
à développer une application innovante qui permet de contrôler l'électricité ou de suivre des cours à distance. Voilà ce que moi je pense qu'on devrait faire d'abord primo, en amont. L'autre revers de la médaille, c'est que il y a certains d'entre nous qui arrivons quand même à faire quelques productions africaines, mais on se rend compte que nous-mêmes Africains, nous n'arrivons pas à partager nos propres productions. On ne s'intéresse pas nous-mêmes à nos propres idées. Avec plus de 3 millions d'abonnés, Miva Social, qui souhaite créer une Afrique unie en ligne, offre plusieurs services à travers Internet. Du marché numérique gratuit aux offres de conception de la plage personnelle de ses membres, Miva Social propose aussi des services lucratifs à l'endroit de la communauté africaine et de sa diaspora, notamment la promotion des musiciens africains, le transport de marchandises vers l'Afrique, la visibilité à travers la télévision en ligne, le financement participatif de projets et opportunités d'investissement en Afrique, sans oublier le service d'hébergement et de création de sites web. Nous sommes en train de travailler sur le déploiement des CDN, Content Delivery Network, qui permettent d'amener le contenu proche de la population. Et là, ça aide aussi les compagnies de télécom, au lieu de chaque fois traverser les continents pour aller trouver l'information. L'information est proche de chez nous, donc c'est plus facile, c'est plus rapide. Donc on travaille sur ça et sur d'autres projets aussi. Il faut le libéraliser. C'est aujourd'hui cher la communication Internet au Togo. Il faudrait que les gouvernants puissent revoir leur politique dans ce domaine-là. Aussi, le taux de couverture est très faible. Miva Social, l'initiative 100% togolaise qui trace son chemin depuis plus de 5 ans, contribue tout comme les 6 autres réseaux sociaux africains à travers le continent et sa diaspora à l'émergence d'une Afrique nouvelle au pas de l'évolution des technologies de la communication au service du développement socio-économique. De retour sur le plateau d'Afrique Innove avec le docteur Napo Mukaila Nyan. Il est enseignant-chercheur, sociologue de communication à l'Université de Lomé. Bienvenue à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on le constate de jour en jour, depuis leur avènement, les réseaux sociaux sont-ils vraiment devenus un média à part entière où l'information est donnée par n'importe qui et cette information va très vite? Évidemment, lorsque nous abordons la question des réseaux sociaux, c'est vrai, sans verser dans un débat conceptuel, j'ajouterai réseaux sociaux numériques, et puisque évidemment cet aspect de la chose est tout simplement supporté par le numérique, parce que quand on parle de réseaux sociaux de façon générale, cela impliquerait d'autres aspects qui connectent les individus à travers leurs échanges, mais qui peuvent se passer du support numérique. Alors dans le cas d'espèces, on parle de réseaux sociaux numériques. Évidemment, la particularité de cet outil qui a été beaucoup plus boosté avec le web 2.0, qui permet plus d'interaction, ça fait d'aller des internautes, non plus que des récepteurs, mais ça leur donne la possibilité, eux aussi, de produire, n'est-ce pas, de produire des contenus et de les diffuser. Ce qui fait évidemment que grâce donc à ces outils numériques, l'information va très vite, mais donne la possibilité à tout le monde, comme vous le disiez, à n'importe qui, de pouvoir aussi produire du contenu et donc de le diffuser. Ce qui fait que évidemment nous sommes de plus en plus exposés à ce que l'auteur appelait, j'allais dire, l'obésité informationnelle, sinon à la boulimie informationnelle. Donc ça va très vite et tout le monde peut produire du contenu et donc le diffuser. Ce qui fait évidemment que ça fait une quantité d'informations qui circulent et très vite. Alors, y a-t-il pas de danger à ce genre de journalisme citoyen qui est en train de naître à travers ces réseaux sociaux-là? Évidemment, vous faites bien de mettre le concept de journalisme entre guillemets, bien entendu. Et évidemment, le journalisme, comme on le dit, c'est un métier. C'est tout un art et donc qui est encadré par des lois, des questions de déontologie, des questions d'éthique. Et donc, avec les réseaux sociaux numériques, vous voyez, n'importe qui peut produire du contenu et le mettre en ligne. Ce qui voudra dire que les non-professionnels également peuvent produire du contenu sans forcément être, j'allais dire, sous le coup des cours d'éthique et de déontologie. Et donc, on peut mettre de n'importe quoi. Et donc, déjà, mettre de n'importe quoi, cela veut dire ça peut choquer des consciences. Par exemple, j'en veux pour preuve, peut-être que ça rappelle un peu des souvenirs un peu douloureux. Je m'incline d'ailleurs devant la mémoire de nos artistes disparus, je crois, il y a 1 an environ. Vous voyez, dès l'accident,
les gens ont mis des images parfois assez horribles. Très choquantes. Vous voyez déjà, mettre de n'importe quoi en ligne, vous voyez que nous n'avons pas les mêmes sensibilités. On peut être choqué. Vous voyez, lorsqu'on pose ce genre d'images sans prendre le recul nécessaire comme le ferait un professionnel, vous voyez, évidemment, on peut se permettre aussi toute forme de déformation, toute forme de montage. Vous voyez, ça peut entraîner aussi un malaise social, ça peut entraîner des soulèvements, bref, ça peut comporter énormément de dangers. La question de la cybercriminalité, autant d'éléments qui peuvent être des dangers, n'est-ce pas, liés à ce journalisme citoyen. En réalité, cela devait donner l'opportunité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, de dénoncer, d'attirer l'attention de l'autorité sur des questions données, en participant justement à construire l'information. Mais au même moment, quand cela n'est pas suffisamment encadré, vous voyez que ça peut entraîner des dérives, puisque ce ne sont pas des professionnels qui font la chose. Évidemment, on ne prend pas suffisamment de recul et donc évidemment, les dangers sont là. Alors, en même temps, nous sommes à l'ère de modernisation, de l'évolution de la technologie. Est-ce que les Africains, vous avez l'impression que les Africains sont suffisamment préparés à cette évolution technologique-là? Alors, l'Afrique suffisamment préparée pour l'évolution technologique, ça fait tout un débat. Et là-dessus, vous trouverez une tendance qui s'inscrit dans une forme de messianisme et qui considère que l'outil est le bienvenu et d'ailleurs est souhaitable pour l'Afrique pour accompagner son processus de développement. Par contrario, d'autres pensent évidemment, et c'est ce que je pense d'ailleurs, que vu les nombreux problèmes, les nombreux défis auxquels fait face l'Afrique, la technologie peut représenter dans une certaine mesure un luxe. On peut quand même dire, évidemment, c'est une bonne chose pour l'Afrique, mais l'Afrique devra donc se faire une appropriation beaucoup plus responsable, c'est-à-dire adopter la technologie selon ses besoins et sans forcément se lancer. C'est vrai, on est plus ou moins pris dans le coup, elle s'impose plus ou moins en nous, comme le diraient des déterministes technologiques, mais au même moment, il faut dire qu'on a de nombreux défis, ce qui pourrait faire penser que nous devons penser d'abord à relever ces défis, tout en adoptant, mais relever au fur et à mesure ces défis pour pouvoir tirer un maximum de profit et des potentialités que nous offrent ces outils numériques. Alors, au-delà de leur premier rôle qui permettait de garder contact avec certains amis, les réseaux sociaux servent à certaines causes, notamment politiques, au soulèvement des populations contre les régimes en place, au point où certains assimilent leur rôle à une espèce d'élargissement de l'espace démocratique, surtout en Afrique. Est-ce que ce rôle-là n'est pas un peu exagéré des fois? Alors, évidemment, vous pouvez constater avec moi d'ailleurs qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, ou en tout cas le numérique dans son ensemble, jouent un peu le rôle qu'ont joué les médias libres, les médias privés autour des années 90 avec le processus de démocratisation de nos pays. Aujourd'hui encore, cet outil accompagne la nouvelle révolution en termes politiques. En réalité, cet outil est un meilleur outil d'expression de la démocratie puisqu'il donne l'opportunité à tout un chacun de pouvoir participer et aussi de façon constructive à la démocratie et pouvoir s'exprimer, donner son point de vue. Évidemment, c'est un meilleur outil également pour le politique, de pouvoir exprimer son programme, de pouvoir conquérir la population par rapport à leur vision des choses. Un peu plus de la communication à ce niveau-là. Évidemment. C'est-à-dire que ça c'est un véritable outil de communication, de visibilité des hommes politiques. Mais quand on regarde évidemment l'usage que l'on en fait, avec les dérapages et les appels à la vindicte. C'est d'ailleurs même bizarrement aujourd'hui quand on regarde l'usage qui en est fait, on refuse d'ailleurs le débat démocratique à travers ces réseaux sociaux. C'est plutôt l'occasion de diffamer, l'occasion d'appeler à la vindicte sans véritablement prendre les précautions nécessaires. Évidemment, on peut dire que un certain nombre d'usages que l'on en fait sur le plan politique est plus ou moins exagéré. Mais, comme je le dis, en réalité, cela devait être un véritable outil, véritablement, qui permet à tout un citoyen de s'exprimer. C'est un outil qui accompagne la démocratie. Mais quand on regarde certains usages qui est fait de la chose, on peut, n'est-ce pas, donc dire que dans certaines mesures, on en fait un usage un peu abusif, un peu, j'allais dire, c'est une forme de, comme le dirait l'autre, une forme de braconnage, c'est une forme de détournement de l'usage que l'on pourrait en faire de façon positive vers des usages moins appropriés. Alors, faut-il laisser ce cadre-là vierge de toute censure ou bien penser véritablement à une vraie réglementation de ce secteur-là? Évidemment, on ne saurait laisser ce vaste secteur
à un usage libre. Il faut d'ailleurs réglementer, tout comme tout le secteur des télécommunications. Ce secteur des réseaux devra faire aussi l'objet de réglementer. Je crois que d'ailleurs, en suivant un peu l'actualité dans notre pays, je crois que le gouvernement s'active ces derniers temps, on en parle beaucoup, et de mettre en place un cadre légal pour mieux contrôler. Évidemment, les dangers sont là. On ne saurait les énumérer toutes, mais ne serait-ce que l'aspect de la cybercriminalité, par exemple, il y a de quoi réguler. La question de l'exposition de la vie privée des gens en public et bien d'autres questions font que cela nécessite d'être régulé. L'État doit pouvoir contrôler. Et d'ailleurs, dans certains pays, c'est suffisamment contrôlé. C'est vrai, ça fait aussi débat. Qu'est-ce qu'il faut contrôler? Qu'est-ce qu'il faut réguler? Mais il faudrait absolument pas laisser ce secteur libre au vu de nombreux dangers que cela peut représenter. Donc, il y a nécessité pour l'État, ne serait-ce que pour protéger les citoyens, de réguler ces secteurs. Et suffisamment réguler ce secteur, c'est tout à fait nécessaire de réguler. Est-ce que c'est possible de le faire? Alors évidemment, il y a des questions, comme je disais, des questions d'éthique, il y a des questions aussi de droit. Est-ce que la régulation n'empiéterait pas sur la liberté d'expression des individus? Les questions de contrôle, est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'État a accès aux données personnelles des individus qu'il contrôle? Autant, est-ce que cela ne restreint pas finalement des questions de liberté d'individus? Alors, il faut prendre le recul. Et la question est là, il faut prendre suffisamment de recul pour voir qu'est-ce qu'on régule exactement. Comme je le disais tantôt, cela implique des questions beaucoup plus techniques. Est-ce que techniquement, aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir contrôler suffisamment? Puisque dans certains pays, c'est possible. On contrôle les contenus par rapport à certains événements. Évidemment, on évoque souvent le cas de la Chine, même si des fois on l'évoque en mettant en cause un peu la question de la liberté, la question démocratique. Il y a des États qui contrôlent suffisamment les contenus. Qu'est-ce qui peut circuler, qu'est-ce qui ne doit pas circuler. Mais en tout état de cause, ne serait-ce que par rapport à la sécurité, ne serait-ce que pour éviter certains dérapages, l'État devra prendre les dispositions qu'il faut pour pouvoir ne serait-ce que encadrer le domaine. Je crois même au niveau même des médias, puisque la plupart des médias ils vont aujourd'hui vers le numérique. Je crois même au niveau de la Charte des derniers temps, il y a une forme de relecture, de sorte à pouvoir prendre en compte les questions des médias numériques dans les réglementations. C'est tout à fait important. On ne saurait laisser ce secteur aussi libre que ça. Il faudrait réguler. Alors, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont une espèce d'arme à double tranchant? Parce qu'au-delà de faciliter l'accès à l'information pour tous, c'est aussi un vecteur de désinformation, de diffamation et tout ce qui s'ensuit. Évidemment, pour l'autre aspect, on parle beaucoup plus aujourd'hui de fake news, vous voyez un peu de déformation, de désinformation, d'intox, qui pourraient, dans un certain milieu, entraîner véritablement un malaise social, des bouleversements, bref, et d'autres dangers beaucoup plus énormes. Et donc, cela comporte évidemment des dangers. Mais sur un autre plan aussi, c'est tout à fait un outil formidable qui puisse accompagner nos processus de développement. J'en veux pour preuve dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'éducation. On peut véritablement, et même dans le domaine du travail, des réseaux professionnels et ainsi de suite, c'est de recherche d'emploi. Voilà autant d'aspects qui font de cet outil un élément positif, mais également les revers sont là, comme vous l'avez dit. D'où la nécessité d'ailleurs, par rapport à la question précédente, de réguler et justement aussi la question d'aller vers ce que d'aucuns appelleraient l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'il faut outiller suffisamment le citoyen à pouvoir en faire un usage, j'allais dire, positif. C'est-à-dire donner suffisamment, outiller le citoyen à pouvoir trier le bon du mauvais, à prendre suffisamment de la hauteur par rapport aux informations qui circulent. Évidemment, c'est un couteau à double tranchant avec ses aspects négatifs et ses aspects positifs. Merci à vous. Je vous en prie. Je rappelle que nous étions en compagnie du Dr Napo Mukaila Nyan. Il est enseignant-chercheur, sociologue de communication à l'Université de Lomé. Merci pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Idove.